Je me permettrais d'abord de faire une mise en contexte de qu'est-ce qui est arrivé pour que je m'intéresse à ça. Bien, il est arrivé un besoin. Et les besoins, il y en a de plus en plus pour l'identité numérique. Alors, tout commence il y a 3 ans et demi lorsque le directeur de l'école forestière de l'ETSUC me contacte et me dit, j'étais conseiller récit en Mauricie à l'époque, « Éric, on a eu un petit problème avec Facebook et un élève qui a marqué certains commentaires. On aimerait ça que tu sensibilises nos élèves adultes. » Alors, ben, j'ai dit, pas de problème. Je trouvais le thème intéressant. Je me suis dit, ben, pourquoi partir pour rien? Donc, j'ai regardé qu'est-ce qui existait comme programme. Alors là, j'ai commencé à éplucher les programmes offerts, entre autres, par les corps de police. J'ai contacté un policier communautaire à Shawinigan, un policier communautaire à l'ETSUC, un type extraordinaire, sergent Riendo. Et là, j'ai commencé à regarder, entre autres, le programme « Vous n'êtes pas seul ». Je ne sais pas si la police de Gatineau offre le programme « Vous n'êtes pas seul ». Je sais que la Sûreté du Québec est un partenaire, il y a 5 corps policiers. C'est un programme vraiment intéressant qui s'adresse, entre autres, qui est séparé en clientèle, qui s'adresse d'abord, il y a un volet jeunes du primaire, jeunes du secondaire, et il y a un volet parents. Alors, au niveau des adultes, moi, ce qui me posait problème, c'est que j'ai des jeunes de 16 ans, mais j'ai des parents aussi. Donc, je me suis amusé à changer un peu le programme, l'enrichir, et j'ai proposé au sergent Riendo de donner l'atelier avec lui. Et normalement, les policiers communautaires qui offrent des ateliers, ils arrivent, ils donnent leur atelier, et ils sont habitués. Mais là, c'était la première fois qu'ils donnaient l'atelier en support à un pédagogue. Et ça a été particulier, mais ça a été extraordinaire. On a donné un atelier donc aux 60-70 élèves adultes. Et le sergent Riendo s'occupait beaucoup de l'aspect technique et on s'est très, très, très bien complété. Et ça a été un succès. Sauf que on a oublié de parler des avantages des technologies. Et ça, c'est un problème. Parce que si on parle juste des inconvénients des technologies, qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver? Hein? Bien, il y a un monsieur qui a levé la main. Il dit, « Vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas un maudit ordinateur qui va rentrer chez nous. » Oups! Bon, moi j'ai regardé Alain, puis on a pensé la même chose. J'ai dit, « Écoutez, monsieur, avez-vous des enfants? » Il dit, « Oui, j'ai 2 enfants. » J'ai dit, « Est-ce que ça se peut que vos enfants aient accès à de la technologie à l'extérieur de chez vous? » Oui. Qui est-ce que vous préférez qui leur montre à l'utiliser de façon sécuritaire? Vous ou leurs amis? Et veut pas, on en est là. Maintenant, j'ai enrichi mon atelier. Ça doit faire une dizaine de fois que je le donne à des enseignants ou à des élèves. 2 présentations un peu différentes. Je suis très alarmiste avec les enseignants parce que je veux leur montrer, écoutez, ça peut aller jusque-là. Je veux que les enseignants acceptent de prendre cette tâche-là, de dire, « Hey, au lieu de dire Facebook, c'est pas bon, touche pas à ça, est-ce que je peux leur montrer à être prudent? » Puis aux élèves, bien là, je les invite à faire part de ce qu'ils vivent avec les technologies. Et énormément d'anecdotes sont venues enrichir mon atelier. Je vous donne un exemple. Au-delà de l'ordinateur, les technologies, ça peut être le téléphone. Recevoir un appel qui vous dit « Bonjour, on est l'agence de sécurité Untel. Nous sommes en promotion. Avez-vous un système de sécurité à la maison? » Ce n'est pas nécessairement une bonne idée de répondre non. C'est arrivé à une dame. 1 semaine après, la maison avait été volée. D'accord? C'est juste un exemple parmi tant d'autres. D'accord? Alors, voilà. Et c'est là où, finalement, de fil en aiguille, j'ai été demandé à Québec, Longueuil, etc. On faisait des échanges de services et c'est un atelier qui s'est beaucoup enrichi. On est parti, finalement, d'une situation dans laquelle cette tâche-là d'éduquer les jeunes à la cybercriminalité, mais maintenant c'est rendu l'identité numérique, est passé des corps policiers aux pédagogues. Et je crois que le milieu scolaire doit s'emparer de cette problématique-là. Statistique intéressante, suite à un sondage, 50% des parents au Québec ne font aucune sensibilisation auprès de leurs jeunes aux technologies. J'ai 2 enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Permettez à main levée. D'accord? Moi, j'ai une fille de 11 ans, un garçon qui arrive à 8 ans. Comme parent, je sais que ce n'est pas toujours évident et je me permettrai de vous conter quelques anecdotes. Mais le plan de match proposé, parce que j'ai adapté l'atelier à des gestionnaires. Le point sur les technologies, la situation présente et à venir. Bon, on en est où et on s'en va où? Et ça, c'est du côté positif, là. Je vous propose ensuite l'identité numérique. C'est un nouveau concept. Qu'est-ce que l'identité numérique? Comment éduquer? Est-ce que c'est important?
Un exemple concret, les réseaux sociaux. Ben, je vais aborder également le microblogage, Twitter et les outils similaires. Le guide des droits sur Internet. Nous ne partons pas de rien. Le guide des droits sur Internet, qui est approuvé par le ministère de l'Éducation, qui vient d'être modifié dernièrement, au cours de la dernière année, par des juristes, il existe et il est très important. Les élèves, les enseignants, les parents, comment les sensibiliser? Et ensuite, je vous propose un travail d'équipe. Si j'étais directeur, et la plupart de vous êtes directeur, directrice, qu'est-ce que je peux faire dans mon école? Quelles sont les ressources dont je dispose et qu'est-ce que je peux faire pour favoriser ce travail terrain-là? Et ça se terminerait par une plénière. Donc, moi, je vous propose un petit travail en équipe de 4 peut-être, si j'étais directeur. Et ensuite, on pourrait terminer par une plénière. Ça vous convient? Je vous invite à intervenir n'importe quand pour des cas particuliers. S'il y a des cas qui ne doivent pas apparaître sur la vidéo, on les coupera. Ce n'est pas plus grave que ça. Mais je pense que c'est important que ce soit un atelier de réflexion. Et donc, au besoin qu'on amène des cas vécus. Le point sur les technologies. La première résistance que j'ai eue auprès des élèves adultes, les plus vieux, c'est, Internet, c'est dangereux, il faudrait bloquer, il faudrait barrer. Pourquoi le gouvernement du Canada ne fait pas des lois pour barrer Internet? Et j'explique aux gens comment fonctionne Internet. Est-ce qu'Internet, c'est un réseau centralisé? Est-ce qu'il y a un gros serveur Big Brother qui gère tout l'Internet dans le monde? Pas du tout. Et là, c'est mon petit côté historien qui ressort, avec la guerre froide, ARPANET. Internet, c'est une création des militaires américains pour qu'en cas de guerre nucléaire, si 40 villes américaines étaient pulvérisées par des armes nucléaires, mais que les communications puissent passer par d'autres endroits. C'est pour ça qu'on appelle ça la toile. Parce que s'il y a un nœud qui est bloqué, un serveur, l'information va passer par un autre. Alors maintenant, depuis environ les années 90, c'est ouvert au grand public. Et donc, Internet, on pourrait à la limite le bloquer. Je n'entrerai pas dans la technique, mais on vient de ralentir énormément le trafic. Également, l'expérience australienne, parce que l'Australie, sensiblement pareil au Canada, comme fonctionnement, ils ont fait une tentative, ça vaut la peine d'en parler. Ils se sont dit, nous, là, on va faire une loi et on oblige les fournisseurs Internet à offrir 2 forfaits. Le premier forfait, c'est le forfait normal, dans lequel nous donnons une liste de 15 000 sites à bannir. Donc, le forfait normal, là, c'est le gouvernement australien qui dit tel site, tel site. On vise, entre autres, à enrayer les sites de pornographie juvénile. D'accord? Et le deuxième forfait, c'est le forfait familial. Donc, en plus de ces 15 000 sites-là, on bloque une liste de sites qui ne sont pas appropriés pour les jeunes. D'accord? Alors, l'intention est peut-être louable, sauf que la liste était secrète. Elle n'était pas publique. Mais elle est, comme par hasard, apparue sur Wikileaks. D'accord? Le site de documents supposément secrets qui sont rendus publics. Et dans ces sites-là, il y avait également des sites de contestation gouvernementale, etc. Qui décide des sites qu'on coupe? Alors qu'Internet, à l'origine, c'était supposé être quelque chose de libre. Les premiers utilisateurs, outre les militaires, c'était les universitaires. Et on se rendait compte, en plus en Australie, qu'à peu près 1 fois sur 10, il y avait une erreur. On tapait cyberpresse.ca, par exemple, puis pouf, le site est bloqué. Alors, ça pose un problème. Peut-être qu'un jour, on arrivera à une solution, mais bloquer, est-ce que c'est vraiment la solution? Je vous propose un petit vidéo, Did You Know? C'est pas récent, il y a une version un peu plus récente. Cependant, la version récente, je ne l'aime pas. Je trouve que ça met moins l'accent sur le côté positif. Donc, on va vous parler là-dedans de MySpace, si vous vous souvenez, pour les gens qui étaient peut-être sur MySpace. C'est un site de réseau social qui a été supplanté par Facebook. Combien d'utilisateurs Facebook? 850 millions, présentement. 850 millions. Vous allez voir MySpace, là, quand ils disent un chiffre, ça a l'air gros, mais dites-vous Facebook aujourd'hui, 850 millions d'abonnés.
arrêter tout de suite. Réaction? L'avez-vous déjà vu d'abord? Non? Oui. Oui. Donc, si c'est exponentiel, je suis curieux de savoir 5 ans après, qu'est-ce que ça donne? Moi aussi, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé des statistiques au niveau de la cybercriminalité. Moi, ça m'a stupéfait. Pour mettre ça à jour, là, je n'ai pas trouvé les statistiques, mais ça doit être énorme. Oui. Ah oui, oui. Oui. C'est vraiment exponentiel. Vous avez totalement raison. Réaction? Vertige. J'aime le terme. J'aime le terme. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est quand je suis tombé sur aïe, d'ici 2049, même s'il est difficile de prévoir jusque-là, un ordinateur à 1000 $ devrait avoir une puissance de calcul supérieure à celle de l'humanité. Moi, ça m'a fait penser à Terminator avec Skynet. Mon Dieu. Sauf que j'ai confiance au genre humain, dans ce sens où c'est un outil, utilisons-le de façon correcte. Mais quand on parle de visioconférence, on est encore à la préhistoire de l'Internet. J'ai assisté au colloque du risque. Le risque, c'est donc l'organisme à but non lucratif qui fournit la bande passante aux réseaux des universités, des cégeps, de même qu'à 34 commissions scolaires au Québec. Le risque, présentement, fonctionne à une bande passante de 1 gig par seconde. Prochainement, là, ils vont passer d'un coup à 100 gigs par seconde. Ils n'auront même pas besoin de changer la fibre optique. Ça va être énorme comme potentiel. Et donc, on peut penser à la visioconférence en HD. On peut penser également à la bande passante, tout ce qui est YouTube, etc. Là, présentement, le risque, si une école s'en va sur YouTube, ça passe par un réseau externe. C'est donc ralenti. On le sait, si on a 50 jeunes sur YouTube, pouf, on ralentit le réseau. Le problème ne se posera plus d'ici 10 ans. Donc, toutes les ressources disponibles vont être accessibles rapidement. Mais il faut, par contre, réfléchir à l'utilisation et ce qu'on en fait. Oui? Jusqu'à maintenant, on parle beaucoup du Web 2.0. 2.0, c'est la communication, c'est les réseaux sociaux, c'est tout. Oui. Là, on commence à parler du 3.0. Qu'est-ce que c'est exactement le 3.0? Il n'est... C'est là de plus. Je vous dirais qu'il n'est pas encore complètement défini. La différence entre le 1 et le 2 est majeure. Le 1, c'est on conçoit un site web qui est souvent statique et on l'enrichit, puis c'est laborieux. Mais alors que le Web 2.0, mais les gens peuvent réagir. Hein? Par exemple, Radio-Canada, le site, les gens peuvent bloguer. Ils ont été obligés de redéfinir les journaux à cause du Web 2.0. Le 3.0 n'est pas encore défini. Je vous dirais qu'on est au tournant parce qu'il faut attendre que la technologie suive au niveau de la bande passante. D'accord? Bon, alors maintenant qu'on sait ça, on comprend que ça peut être merveilleux comme outil. Cependant, comme tous les outils, ça a amené une part de problèmes. Quels sont les dangers maintenant qui nous guettent et pour lesquels il faut sensibiliser nos jeunes? Cybercriminalité dans son ensemble. Je vous donne un exemple. Le vol et la fraude sur Internet a supplanté de beaucoup le vol qualifié. D'accord? Le vol d'identité, on en parle en troisième. Le vol d'identité, combien de temps ça peut prendre en moyenne avant qu'on se rende compte que notre identité a été volée? 1 an. En moyenne, c'est 1 an. Et on se rend compte que notre identité a été volée lorsque on a un problème avec le crédit, on se retrouve avec des problèmes judiciaires alors qu'on n'a rien fait. Autrement dit, quelqu'un agit en notre nom et fait des choses qui n'ont pas d'allure. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour régler, pour laver notre réputation, entre autres auprès des compagnies de crédit. C'est énorme. Et les vols d'identité sont en explosion. Mais ça, on en parle très peu. Ça prend 3 éléments pour voler une identité facilement. Quels sont-ils? Bon, à part le nom, là, ça prend... Oui, mais je veux dire, n'importe qui peut voler facilement votre identité avec votre date de naissance, numéro d'assurance sociale et le nom de fille de votre mère. Avec ça, là, on vole facilement votre identité. Alors, c'est bien, entre autres dans les écoles, moi j'encourage les enseignants à dire « Wow, quand vos jeunes s'inscrivent sur Facebook, dites-leur donc de ne pas afficher la date de naissance. » Puis ils ne sont pas obligés de marquer leur vraie date de naissance. Quand on se crée un compte Gmail, là, pourquoi donner notre vraie date de naissance? J'en ai créé avec des élèves. « Hey, ça te tente d'être né quand? » Carrément. Puis là, on en rit, puis j'explique pourquoi. Alors, c'est important. La cyberdépendance, ça, c'est vraiment un phénomène en explosion et il faut sensibiliser nos jeunes. Il commence à y avoir des maisons de traitement pour les cyberdépendants. Il y a eu des cas de suicide
à cause de la cyberdépendance. Et là, on pense entre autres aux jeux en ligne. Et c'est un phénomène qui est étudié présentement par des psychologues. Le principe étant que quelqu'un qui a une très faible estime de lui-même, bien, le jeu virtuel lui permet de créer le personnage qu'il voudrait être. Et quand il l'anime pendant 1 an, 2 ans, et que son personnage meurt, c'est une grosse partie de lui qui meurt. Il y a eu des cas de suicide à cause de ça. Bon, réputation et diffamation, on va en parler un petit peu plus loin. Et ça concerne directement les enseignants, la réputation des enseignants. J'ai donné une formation dernièrement à Port-Neuf et je discutais avec un directeur qui s'est rendu compte que quelqu'un avait créé un compte Facebook en son nom. Et ça, là, c'est bien de vérifier, de se googler une fois de temps en temps. Alors, donc, le faux directeur demandait à des élèves d'être amis et par la suite, bien, il tenait des propos peu appropriés. Alors, le directeur, immédiatement, on peut se mettre dans l'eau chaude. Ça, c'est réputation et diffamation. Ça, c'est clair qu'il faut aborder le thème avec nos jeunes. La perte de contrôle des données. On va revenir sur la définition d'identité numérique tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a énormément de données en ligne. Par exemple, un compte Facebook. Et lorsqu'on ferme notre compte, est-ce que c'est terminé à tout jamais? Non. Il faut comprendre que tout ce qu'on fait en ligne n'est pas anonyme. Ça, c'est la base du programme, vous n'êtes pas seul. Si les gens comprenaient que l'anonymat n'existe pas sur le web, que lorsqu'on se connecte, c'est comme si on avait notre numéro de permis de conduire à l'écran. On est facilement retraçable. Et ça, je l'explique en atelier. L'adresse IP. Puis même si on s'en va dans un café Internet, on est filmé à peu près 20 à 40 fois dans une journée. On va dans un dépanneur, on est filmé. La plupart des cafés Internet ont une caméra. Ils sont capables de savoir qui est où. D'accord? Alors, on n'est pas anonyme. Il faut comprendre qu'il y a des serveurs, Google en a un entre autres, qui tentent d'aspirer le plus de sites possibles au quotidien pour conserver l'histoire d'Internet. Donc, si on a un beau site web, on a blogué, peu importe, puis là, on ferme notre blog, bien, il peut réapparaître dans 10 ans. Quelle implication ça peut avoir sur l'identité numérique? J'y arrive. Et donc, les réseaux sociaux, là, je pense qu'on est en plein dedans, là. La première réaction de la plupart des commissions scolaires, ça a été de barrer Facebook. D'ailleurs, hier, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai un groupe Facebook, là, pas pédagogique, mais un groupe, appelons ça politique, là, pour une intervention politique. Je tapais facebook.com et j'y avais pas accès. Ça fait qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez vérifier, hein? Je suis sûr qu'avec le 3G, vous avez accès à Facebook. J'ai accès. On perd le contrôle d'Internet. Nous avons eu le réflexe de barrer certains sites dans les écoles. Mais avec ces petits engins, c'est fini. C'est fini. On n'a plus le choix de passer par l'éducation. On en est là. D'accord? Et moi, je crois qu'on peut y parvenir. Je vous donne un exemple. Je suis un méchant papa. Si ma fille voit la vidéo sur YouTube, elle va m'en vouloir, mais je suis un méchant papa. Alors, l'ordinateur chez nous, il est dans le salon, l'ordinateur familial. Il est dans le salon. J'aime ça voir ce que mes enfants font sur Internet. Et on va voir pourquoi tantôt, là. Un ordinateur dans la chambre d'un adolescent ou d'une adolescente, c'est une très mauvaise idée. À moins de faire une sensibilisation appropriée, et même là. Alors, ma fille avait un devoir à faire avec une amie. Elle m'a demandé d'installer la webcam. J'ai dit, écoute, c'est-tu vraiment un devoir obligatoire? Et là, elle m'a expliqué le contexte. J'ai dit, OK, c'est correct, ça a du bon sens. J'ai installé la webcam, elle a fait le devoir, et après, j'ai enlevé la webcam. Pratique une webcam USB. Hein? Alors, le lendemain, elle me dit, papa, est-ce que tu peux réinstaller la webcam? J'aimerais ça parler à mes amis. Non. J'ai dit, écoute, elle a dit. J'ai dit, moi, là, la webcam est tournée vers le divan. J'écoute mes nouvelles, je prends mon café. Ça ne me tente pas que la planète me voie. D'accord? Mais je suis toujours surpris de voir que les amis avec qui ma fille communique, par MSN ou peu importe, tiens, la webcam est ouverte. Souvent, sont dans leur chambre, avec un ordinateur portable, seuls. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que 50% des parents au Québec ne font aucune sensibilisation auprès de leurs enfants. Je pourrais vous conter des histoires d'horreur là-dessus.
Il est arrivé qu'une amie me demande de reformater son ordinateur. J'étais stupéfait de voir parce qu'il fallait que je vérifie les données, les mettre de côté. Je suis tombé sur, justement, une séance de clavardage. Il a fallu que je lui dise « Ouf, moi, à ta place, je vérifierais ça. » Et je connais la personne, l'adolescent en question, un chic type. D'accord? Alors, sauf que l'adolescence, vous savez que c'est une période de remise en question, c'est une période de conflit, c'est une période de. C'est ça qui m'inquiète. Alors, nous en sommes là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question. Je ne prétends pas qu'on va sortir d'ici avec les réponses. Mais on va s'être posé la question, on va avoir réfléchi, et j'espère que la réflexion va se poursuivre dans vos milieux. Qu'est-ce que l'identité numérique? C'est un nouveau concept. Par identité numérique, on désigne l'ensemble des informations associées à une personne, une entreprise ou une institution disponibles et ou mises en scène sur Internet. Bon, pour vous donner un exemple clair de l'identité numérique, j'ai sorti un exemple concret. Le journal Le Tigre. C'est un petit journal, un journal à petit tirage en Europe. On parle de 6000 copies à peu près. Et la rédaction s'est interrogée sur un nouveau concept, et ils se sont dit, on essaye ça. On prend le nom de quelqu'un au hasard, puis on trouve quelqu'un qui a ce nom-là, puis on recherche des informations sur le net. Alors, tiens, Éric Caron, parfait. On trouve un Éric Caron. Ah, on en a trouvé un. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui? 3 pages. Vous allez voir, c'est Marc, mais ils ont changé le nom dans la version numérique. Dans la version papier, c'était le vrai nom, les vraies coordonnées de la personne. Hey, la personne les a rejoints. Hey, vous venez de mettre ma vie dans votre revue? Oui, mais c'est parce qu'elle est disponible sur Internet. Et là, ça a tellement fonctionné qu'ils se sont dit, on va le mettre en ligne, mais là, on va changer les noms. D'accord? Alors, je vous propose une petite lecture. Ça vaut vraiment la peine. Bon anniversaire, Marc. Le 5 décembre 2008, tu fêteras tes 29 ans. Hey, c'est en 2008, là, on est rendu pas mal plus loin. Tu permets qu'on se tutoie, Marc? Tu ne me connais pas, c'est vrai, mais moi, je te connais très bien. C'est sur toi qu'est tombée la malchance d'être le premier portrait Google du tigre. Une rubrique toute simple. On prend un anonyme et on raconte sa vie grâce à toutes les traces qu'il a laissées, volontairement ou non, sur Internet. Comment ça? Un message se cache derrière l'idée de cette rubrique? Évidemment. L'idée qu'on ne fait pas vraiment attention aux informations privées disponibles sur Internet et qu'une fois synthétisées, elles prennent soudain un relief inquiétant. Je ne lirai pas les 3 pages. Par contre, ça va être disponible. Je vais le laisser à l'équipe de conseillers d'animateurs. On connaît son lieu de naissance, sa date de naissance, les copines qu'il a fréquentées, les écoles où il a été, les images qu'il a déposées sur Flickr. C'est énorme. C'est 3 pages, c'est sa vie qui est exposée. C'est ça, l'identité numérique. C'est les traces qu'on laisse sur le net. Maintenant, moi, je me pose une question. Et je pense que vous allez voir où je veux en venir. Je me pose cette question-là. Je me la pose sérieusement. Ça, c'est un de mes anciens élèves. J'ai demandé à Richard de le couper au montage. C'est un de mes anciens élèves. J'ai biffé son nom, son visage. J'ai fait aïe aïe. Et je vous fais un rappel. 50% des employeurs aux États-Unis font faire une recherche par des enquêteurs privés sur leurs futurs employés. La première place où ces enquêteurs privés-là vont, c'est sur Facebook. J'ai vu un reportage, parce qu'au Québec, le phénomène s'en vient et c'est déjà commencé. C'est tout près de 50%. J'ai vu un reportage dans lequel un journaliste rencontrait un de ces enquêteurs-là et lui demandait « Bon, par quoi vous commencez quand vous faites l'enquête? » « Par Facebook. »« Ah, pouvez-vous faire une enquête sur moi? » En 30 secondes, il était sur le compte Facebook du journaliste. Et c'était même pas son ami. À chaque fois que je donne cet atelier-là, des fois auprès des élèves, il y a de la résistance. « Ouais, mais Facebook, aujourd'hui, on peut garder son profil, la sécurité, tout ça. » Facebook, c'est de la programmation. Et j'ai un soupçon sur comment les enquêteurs privés font. Levez donc la main ceux qui ont un compte Facebook, s'il vous plaît. Puis c'est correct quand on en ait un ou pas, c'est un choix. Parfait. Il y en a de ceux qui connaissent les applications Facebook? Farmville, c'est des jeux. Alors ces applications-là, qui sont très populaires auprès des gens, des jeunes entre autres, ces applications-là, lorsqu'on les installe, elles ne sont pas programmées par Facebook. Facebook a une architecture ouverte. Donc, n'importe qui peut programmer une application. Et j'ai le soupçon,
mais je peux me tromper, que certaines de ces applications sont en fait des taupes. Parce que quand on installe l'application, il nous demande et on est obligé de laisser l'application accéder à nos données personnelles. Je pense qu'il y a certaines des applications qui doivent être des taupes. Ça peut être ça, ou ça peut être que ces enquêteurs-là font affaire avec des bons hackers. Je ne sais pas, mais il faut garder ça en tête. Oui. Le confirmer, c'est ça. C'est ça, hein? Des fois, je log sur des sites d'enfants pour montrer. Oui. Ça serait comme ça. C'est très disponible sur Internet. OK. C'est à travers le logiciel d'installe l'application, puis là, ça prend contrôle. Et donc, on pense qu'on a sécurisé notre Facebook, mais en fait, on vient de l'ouvrir à pratiquement tout le monde, puisqu'on a perdu le contrôle de nos données. Il faut le savoir. C'est pas mauvais, ce Facebook. C'est un outil comme n'importe quel outil, mais il faut savoir l'utiliser. Alors, c'est certain que ça, même si on efface les photos, c'est des photos qui peuvent se retrouver n'importe où. Et moi, je suis inquiet parce que je me dis, nos jeunes aujourd'hui, qui sont dans leur adolescence, dans une phase qui n'est pas toujours facile de leur vie, dans laquelle les commentaires qu'ils écrivent sur les blogs ne sont pas toujours appropriés, ce qu'ils font présentement, de quelle façon ça va leur nuire dans 10 ans, dans 15 ans? Ça peut être énorme. Il y a un exemple que je montre toujours à mes participants, je crois qu'on l'a ici également, je le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui a reçu une lettre suite à une demande d'emploi. Écoutez, votre profil correspond exactement à ce que nous avons besoin, mais malheureusement, nous avons décidé de ne pas vous engager parce que vous avez écrit sur tel blog que les employeurs sont tous des bip. D'accord? La jurisprudence est établie en passant pour Facebook. Puis ça, des fois, j'ai des petites prises de bec avec des élèves qui disent « Non, c'est pas vrai. » Ce qu'on écrit sur le mur, c'est-tu public ou privé? C'est public. J'ai 544 amis Facebook, beaucoup de mes... J'aime pas le terme ami d'abord. J'ai beaucoup de mes anciens élèves, d'accord? Je ne sais même pas si c'est eux. Parce que si j'ai une photo de vous, je peux me créer un compte Facebook. Jean-Luc Mongrain, ça avait passé à la TV. Il ne savait même pas qu'il y avait un compte Facebook, puis les gens lui demandaient d'être ami. Ils pensaient que c'était vraiment lui. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui a pris sa photo. Alors, je ne sais même pas qui est vraiment en ligne. Il faut être prudent. Mais j'ai 544 autour de ça amis Facebook. Si je marque un message, c'est l'équivalent d'être dans un auditorium avec un micro, puis de crier ce message-là. Et ça, je le dis toujours aux élèves, ou même aux enseignants. C'est normal d'avoir une mauvaise journée. Tout le monde en a de temps en temps. Vous êtes d'accord? On peut en parler à sa conjointe, son chum, des amis, etc. Mais ce n'est pas une bonne idée d'écrire n'importe quoi sur le coup de la frustration. Parce que, et ça encore là, il faut former nos jeunes. La rupture du lien de confiance est une cause de congédiement. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. D'accord? Intervention jusque-là, ça va? Ça va? On réfléchit ensemble, j'essaie d'amener des thèmes. Tout à l'heure, on fera un travail un peu plus terrain. On fait quoi dans nos écoles? Alors, les réseaux sociaux, c'est un peu ce que je viens d'aborder. Certains enseignants ont tendance à dire Facebook, c'est mauvais. Je parlais avec quelqu'un à Trois-Rivières qui me disait hey, moi, là, si je pouvais, là, je crois tellement pas à ça. Si je pouvais, là, je demanderais qu'on élimine tout ça. Bon, on peut ne pas être d'accord. Mais est-ce que c'est une bonne réaction de dire ça à nos élèves? On vient de briser complètement la communication. Avoir un compte Facebook ou non, c'est un choix. Avoir un compte Facebook, ça implique des responsabilités. J'ai 544 amis. Personnellement, j'écris pas ma vie sur Facebook. D'accord? Mon épouse a beaucoup moins d'amis. Elle va en écrire un peu plus. Mais on n'expose pas notre vie. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils écrivent? D'accord? Je vous donne un exemple tiré d'un fait concret. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de policiers communautaires, entre autres pour avoir des statistiques. Présentement, c'est alarmant, la cybercriminalité chez nos jeunes. J'y reviendrai. Mais c'est un cas qui s'est vraiment passé. 3 informations qu'une adolescente a données qui a amené à quelque chose de vraiment désagréable. Les amis virtuels, c'est de plus en plus populaire. Et on finit par penser que la personne, c'est vraiment notre ami, on ne l'a jamais vu, on ne sait pas vraiment qui est en ligne. Alors, c'est une jeune fille de 13-14 ans, puis elle avait un ami virtuel, puis « Hey, comment ça va? » Puis au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, lien de confiance, j'ai du fun à chatter, excusez-moi l'expression, avec.
Et la première information qu'elle lui a dit, c'est « Excuse-moi, je suis en retard. J'étais à tel parc en face de chez nous. J'étais avec des amis. » Deuxième information, c'est l'école où elle allait. Troisième information, « Hey, je m'excuse, on ne pourra pas te chatter pendant 2 semaines. Mes parents s'en vont dans le sud. C'est ma grand-mère qui va me garder, puis elle n'a pas Internet. » Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il ne restait plus rien dans la maison. 3 petites informations anodines. D'accord? Et c'est là où il faut sensibiliser les parents. Moi, ça m'est arrivé et je commençais à m'intéresser au programme « Vous n'êtes pas seul », d'accord? Alors, situation, ma fille est à l'ordinateur, moi et mon épouse, on s'occupe du souper. Mon épouse s'en va dans le salon, j'y vais également, on regarde ce qui se passe un peu à l'écran, on rit avec notre fille. Elle était en train de jouer à un jeu en ligne. À un bon moment donné, mon épouse s'en va dans le salon. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Notre fille venait d'ouvrir Outlook pour écrire un courriel. Mais on savait qu'elle avait contacté quelqu'un en ligne. Puis mon épouse, elle l'a pris comme « Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? » Et c'est là où j'ai dit à mon épouse « Hey, j'ai dit, je suis justement dans le thème, là, vous n'êtes pas seul. » J'ai dit « J'ai le goût de m'asseoir avec elle puis d'essayer. » Ma fille avait 8 ans à l'époque. Alors, mon épouse a dit « OK, écoute, ça vaut la peine. Hein? Comme parent, quand ça concerne nos enfants, c'est toujours un peu émotif. » Je m'assois avec il a dit, je dis « Hello, qu'est-ce que tu faisais? » Ben, j'écrivais à une fille qui était sur le jeu en ligne. « Ah, c'est qui cette fille-là? » Ben, c'est une fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle a 7 ans. « Ah, c'est le fun. T'es-tu certaine? »« Ben oui, papa. » « Tu l'as-tu vu? » Là, elle a commencé à se poser des questions. Puis là, j'ai dit, écoute, je ne veux pas que tu aies peur. Il y a 99,9 % de chances que ce soit une fille de 7 ans du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais on n'en est pas sûr. Là, il a dit, là, j'ai dit, on va faire un contrat ensemble. D'accord? Et ce contrat-là, il est fortement recommandé par la plupart des corps policiers. On s'assoit avec nos enfants. Et j'ai dit, là, on va t'ouvrir un compte de courriel. Parce que l'Outlook n'était même pas connecté sur la messagerie. Je dis, là, on va t'ouvrir un compte de courriel en ligne. Par contre, je veux pouvoir y accéder. Pas pour fouiller dans tes affaires, mais uniquement pour être certain qu'il ne t'arrive rien. J'ai dit, là, ce que tu peux faire, tu vas écrire à la fille, je veux voir ce que tu écris. Puis je lui ai conté l'histoire là, des 3 informations. Là, j'ai dit, je veux lire ce que tu écris avant que tu l'envoies. Puis comme je te dis, c'est pour te protéger. C'est pas pour fouiller dans tes affaires. Puis je veux lire ce que tu reçois de gens que tu ne connais pas. Si ton parrain t'écrit, je n'ai pas de problème avec ça. Mais, d'accord? On a fait ce contrat-là. Ça a très bien été. Et par la suite, on a ouvert un compte Facebook. Elle avait 9 ans. Il n'y a personne qui veut me lancer des roches? Oui. Oui? Qui? Oui? Vous pouvez ne pas être d'accord. Mais, et c'est correct. Je vous explique ma réflexion. Énormément de jeunes à l'école primaire avaient un compte Facebook. Il y a une pression sociale, entre autres en 5e, 6e année, là, dans ce coin-là. Moi, je me suis dit, je me suis posé la même question que j'ai dit au monsieur. Si je lui dis non, qu'est-ce qui me dit qu'elle n'en ouvrira pas un sans que je le sache? Si elle en ouvre un et que j'y ai accès et que je peux voir, est-ce que je l'éduque? Ma réponse à ça, personnellement, était oui. Je lui ai montré ce qui était un avatar. Vous savez, une image qui nous représente. On a établi des règles. Je ne veux pas de photos de toi. Je ne veux pas que tu communiques par chat. Si tu reçois des messages qui t'inquiètent, j'aimerais que tu me le dises. D'accord? Parce que il y a un point hyper important pour nos enfants. Il faut en être conscient. Quand nos enfants sont victimes de l'heure sur Internet, sont contactés, sollicités à des fins, entre autres, sexuelles ou autres, ils hésitent à en parler à leurs parents. Pourquoi, vous pensez? C'est quoi la crainte qu'ils ont? Quand j'ai su ça, je fais, hein? Voilà. Voilà. Internet représente pour eux leur réseau d'amis. Ils n'ont pas peur de se faire chicaner. Ils ont peur de se faire fermer Internet. Il faut le dire à nos enfants, écoute, tu tombes sur quelque chose d'inapproprié, je ne te chicanerai pas, mais on va s'asseoir et on va en parler. C'est ça qui est gagnant. D'accord? Donc, à quoi ça sert, Facebook? Oui.
à un moment donné qui ont décidé que 13 ans, c'était correct parce que... Il y a raison en arrière de ça. Oui. Quand on devance de 4 ans, ou de quel nombre d'années, ça veut dire on transgresse la licence d'acceptation. Oui. On fait une fausse déclaration. On déclare Oui et non. la bonne âge. Oui et non. Je vous explique pourquoi oui et non. Facebook, c'est aux États-Unis. Les serveurs, en fait, dans le Web 2.0, ça pose un problème juridique. La licence est concernant ce site-là, mais aucune obligation légale. La seule raison pour laquelle ils mettent ça à 13 ans, c'est pour se libérer de poursuites judiciaires éventuelles. C'est uniquement ça, lorsqu'on lit la licence. Il n'y a pas d'études psychosociales, développementales d'enfants. Il y en a. C'est peut-être mieux d'attendre qu'ils soient capables de raisonner un petit peu plus. La plupart des sites, c'est uniquement une protection juridique pour eux. D'accord? Cependant, la question éthique pourrait se poser, je suis d'accord avec vous, mais surtout pour le 50 des parents qui font aucune sensibilisation à l'Internet. D'accord? Je vous donne un exemple. Le compte Facebook de ma fille a été fermé par Facebook, probablement suite à une dénonciation. Et ça arrive lorsqu'il y a des petites chicanes à l'école. Voilà. OK? Alors, ça arrive souvent entre les jeunes. Il y a une petite chicane, mais je vais la dénoncer. Moi, comme je vous dis, ce qui m'inquiète, c'est le 50 des parents qui ne sensibilisent pas. Mais je vous donne un exemple de situation d'apprentissage. On va arriver dans le concret, là. Moi, j'aurais le goût en mathématiques, si vous permettez, juste avant. J'aurais le goût en mathématiques, là, que des jeunes du secondaire, en statistique, préparent un sondage pour savoir combien d'élèves du primaire, en telle catégorie d'âge, ont un compte Facebook alors qu'ils n'ont pas le droit. Et au travers de ce sondage-là, on pourrait également faire ressortir quels sont ceux dont les parents sont au courant. Je serais surpris. On est vraiment... On a ce problème-là. Et même dans le monde de l'éducation, on l'a. D'accord? Mais comme je vous dis, je ne prétends pas avoir la vérité. Je vous dis comment je le vois. Et je peux vous garantir qu'il y a énormément de jeunes du primaire qui ont un compte Facebook qui n'ont pas le droit. Et moi, ça m'inquiète. S'ils ne sont pas accompagnés, ça m'inquiète. Pas pour tarder plus longtemps, mais dans notre 50 des parents Oui. qui ne font pas de sensibilisation, moi, ce que je me dis, c'est parce que ces parents-là sont équipés pour le faire. Voilà. Ils savent faire. Voilà. Ils peuvent le faire. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et moi, j'ai sondé des parents. D'ailleurs, dans ce thème-là, je pensais éventuellement que des conférences offertes aux parents étaient appropriées. J'ai parlé avec un des policiers communautaires avec qui je travaille. Il me disait que c'est très difficile de rejoindre les parents. Souvent, lorsqu'il présente l'atelier « Vous n'êtes pas seul » dans une école secondaire, il va s'organiser pour le faire à l'occasion d'une remise de bulletins. Et l'école va le publiciser aux parents. Mais il y a très peu de parents qui se déplacent pour ça. Moi, je pense que des conférences populaires devraient être données. Lorsque je donnais des conférences aux adultes, aux élèves adultes, il arrivait fréquemment que des mères, surtout des mères monoparentales, viennent me voir et il y en a quelques-unes qui m'ont pleuré dans les bras en disant « Bien, ma fille de 7 ans est tombée sur des sites pornographiques. » Je fais quoi? OK? Et donc, une sensibilisation. Mais je n'ai pas encore la solution. Bon, présentement, j'ai accepté un emploi en Alberta, donc je prévoyais les faire. J'espère qu'il va y avoir une relève de fait. Je pense que le récit pourrait poursuivre le développement d'une expertise et travailler avec des policiers communautaires. On va arriver tantôt avec des possibilités de stratégie dans vos écoles ou dans vos commissions scolaires. Alors, les réseaux sociaux, à quoi ça sert? Bien, c'est bien de le dire. Ça sert à rester en contact. Ça ne sert pas à exposer notre vie. Ça sert à rester en contact. Qui s'en sert? Au départ, c'était les 20 ans, ensuite les plus jeunes, et maintenant, c'est les aînés, pour rester en contact avec les familles. On le sait que de plus en plus, les emplois, on s'éloigne. Hein? J'en suis un peu l'exemple. D'accord? Alors, ça permet de rester en contact. Ça a du positif quand on apprend comment l'employer. Pourquoi on s'en sert? Bien, d'accord, je viens de le dire, en pédagogie, comment rejoindre les jeunes? Si vous voulez rejoindre les jeunes, créez une page Facebook. Créer une page Facebook. C'est incroyable comment les jeunes sont sur Facebook. D'accord? Il y a moyen de l'utiliser au niveau pédagogique. Ça prend une réflexion autour de ça. Par contre, il y a également des points un peu plus problématiques. Hein?
Vous vous souvenez peut-être de l'histoire d'une enseignante victime d'un groupe Facebook? À Shawinigan, École Val-Mauricie, donc l'enseignante se rend compte qu'il y a un groupe qui a été créé pour l'haïr, pour la détester. Et donc, effectivement, c'est un problème majeur. Et il faut le dire à nos élèves, c'est absolument pas éthique. Et donc, il y a eu une réaction intéressante de la commission scolaire. D'abord, le groupe a été bien sûr éliminé. Tous les élèves qui ont joint le groupe ont dû écrire une lettre d'excuse. Ils ont eu une rencontre pour comprendre en quoi ça n'avait pas d'allure. Et l'élève qui avait initié la page a dû changer d'école. D'accord? Mais allons au-delà de ça. C'est de la diffamation. Donc, à la limite, l'enseignante aurait pu poursuivre au civil. D'accord? Quand je faisais des activités, moi, en multimédia, je donnais les cours de programmation, puis je faisais faire de la vidéo, de la photo, monter appelons ça des applications avec Director. Je donnais toujours une formation sur l'éthique. Attention à l'image que vous prenez, là. Vous n'avez pas le droit de prendre l'image de quelqu'un, là, puis de la placer sur le net sans sa permission. D'accord? Puis j'expliquais aux élèves, on va passer à un autre point tantôt, c'était à Workid, j'expliquais aux élèves que qui est responsable d'eux au niveau criminel? Bien, c'est eux-mêmes, d'accord? On peut être criminalisé après 14 ans, si je me souviens bien. Bon, mais au niveau civil, qui est responsable de nous jusqu'à 18 ans? Qui? Les parents. J'expliquais à mes élèves que s'ils faisaient une mauvaise utilisation des technologies ou s'ils faisaient de la diffamation et qu'une poursuite au civil est enclenchée contre les jeunes, c'est les parents qui sont responsables. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de jeunes qui ne le savaient pas, qui en étaient outrés. Ils disaient « ça n'a pas d'allure » parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Je fais de quoi à 16 ans? C'est pas grave. C'est pas vrai. D'accord? Et il y a des exemples concrets en jurisprudence. Alors donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans cet article-là, c'est qu'on parle des parents. OK. Alors, il y a eu une rencontre. Bien sûr, ça aurait pu être un scandale. Bien, d'ailleurs, c'était dans le journal Le Nouvelliste. Mais moi, j'ai bien aimé cette phrase-là de l'article. Plusieurs parents avaient également ajouté un petit mot pour dire à l'enseignante qu'ils déploraient le geste de leur enfant et qu'ils feraient en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc, il y a eu tout un travail d'équipe au sein de la commission scolaire. Donc, en signalant que c'est à partir des ordinateurs à la maison que ça avait été commis. Moi, je me dis, est-ce qu'on peut utiliser une situation de même à des fins éducatives? Oui. Est-ce qu'on peut éduquer en gardant une gestion du risque raisonnable? Oui. Et je vous donne un exemple lorsque j'enseignais. J'enseignais et il y avait 2 élèves qui n'avaient pas accompli, qui n'avaient pas fait leur travail durant la semaine. J'avais convenu avec leurs parents de les faire venir à l'école en journée pédagogique. J'avais une réunion d'1 heure, j'ai tenté de m'en libérer, mais je n'ai pas pu. Alors, la direction était au courant que je donnais du travail aux 2 jeunes, qu'ils allaient travailler en classe et que je tentais peut-être une fois d'aller les voir et je n'ai pas pu. La direction m'a dit, pas de problème. À la fin de la réunion, lorsque je suis revenu, il y a un élève qui est venu me voir et il dit, « Monsieur, il dit, je suis mal à l'aise. Il dit, je ne suis pas un stool. » Mais il dit, parce que l'autre, je ne suis pas à l'aise avec ça, il a été sur des sites pornographiques durant toute l'heure où on était au travail. Oh, puis je dis, écoute, bon, premièrement, je ne te mettrai pas dans le trouble, il n'y a personne qui va savoir que c'est toi. D'accord? De toute façon, j'avais un petit doute. J'ai été voir le gestionnaire de l'informatique, j'ai dit, peux-tu me sortir les logs de connexion pour ma classe? Oh, personne n'est anonyme sur le net. D'accord? Il m'a sorti ça. J'ai rencontré l'élève. Puis, je ne suis pas un méchant gars, hein? C'est un adolescent. Je l'ai rencontré, j'ai dit, écoute, j'avais un petit doute, tu sais, je trouvais que tu n'avais pas avancé beaucoup dans ton travail. Qu'est-ce que tu as fait sur Internet? Ah, rien. Bon. Es-tu sûr de ça? Ben oui. Et là, j'ai sorti les logs. J'ai dit, parce qu'à telle heure, tu as été sur tel site, telle heure sur tel site, telle heure sur tel site, telle heure. Immédiatement, ben là, vous savez, colérique un peu, hein, toutes sortes de phases dans la négociation. Là, c'est la colère. Ben là, tout le monde fait ça, puis c'est correct. Puis, bon, ben je dis, écoute, si c'est correct, j'ai dit, moi, je pensais appeler ta mère, mais j'ai dit, vu que c'est correct, viens-t'en, c'est toi qui vas l'appeler. Là, il est parti en larmes. Il est parti en larmes. Ben, je dis, pourquoi tu pleures? Je dis, tu viens de me dire que c'est correct. Et c'est lui qui l'a appelé sa mère.
Puis après ça, je l'ai rencontré. Pour moi, personnellement, et je ne prétends pas avoir la vérité, je vous l'ai dit, on est ici pour réfléchir. Pour moi, c'est de l'éducation qu'on a fait. Parce que à l'infrastructure, là, il y a des choses qui étaient barrées, mais vraiment pas tout. C'était assez libre. On a donné à ce jeune-là l'occasion de commettre une erreur. Si on avait tout bloqué, il aurait continué à visionner des sites à la maison. Je sais pas, je me questionne. Est-ce qu'on a le droit à ces erreurs-là? C'est sûr que ça peut faire scandale. C'est déjà arrivé, des scandales où des parents disent « Hey, mon enfant a réussi à accéder à des sites pornographiques. » Ça prend un genre de réflexion autour de « On répond quoi aux médias dans ce temps-là? » Il faut se questionner sur l'encadrement de nos élèves. Oui, mais si on a fait notre travail et qu'on a géré le risque de façon raisonnable, comme disent les juristes qui travaillent avec le MELS, il n'y en a pas de problème. D'accord? Ça, je vous l'ai dit, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Souriez! Votre futur boss vous regarde sur Internet. Il est barré! J'ai bien fait d'en parler tantôt. Et puis, c'est parce qu'on voyait une image vraiment tirée de Facebook, mais pas de mon compte à moi, là. Quelqu'un qui avait un joint, quelqu'un dans l'autobus, le gros party. Elle s'est rendue que les policiers communautaires sont en train de monter des ateliers pour les balles de finissants, parce que la mode s'est rendue, entre autres, au niveau des damoiselles, qui ont un petit verre dans le nez ou un gros verre dans le nez, de prendre des photos compromettantes pour rire puis de les mettre sur le web. Donc là, c'est rendu que les policiers font vraiment de la sensibilisation pour dire « Oh, un instant, là, aujourd'hui, tout le monde a une caméra, tout le monde a une webcam, appareil photo, on peut tout faire avec ça. » Il faut être prudent. D'accord? Eh bien, je ne l'ai pas vérifié hier, lui. Bon, j'avais perdu ma petite flèche, voilà. J'espère qu'il n'est pas barré. Star Wars Kids, écoutez, au Québec, on a la chance d'avoir la première vidéo virale de l'histoire d'Internet. Star Wars Kids. À l'époque, j'enseignais sur la rive sud de Trois-Rivières et j'animais, entre autres, en périscolaire, une activité de télévision. Donc, oups, d'accord? Séminaire de Trois-Rivières, l'élève en question qui a un peu de problème d'intégration, vie sociale, etc., mais il fait partie donc d'une activité de TV. Il se filme seul dans le local, avec un bâton pour faire des espèces de mouvements à la Star Wars. D'accord? Il place ces cassettes-là et 4 jeunes arrivent dans le local, ils épluchent un peu le contenu des cassettes, ils tombent là-dessus. Ouah! Ils mettent ça sur Casa. À l'époque, c'est un système d'échange de fichiers qu'on appelle peer-to-peer, de poste à poste. Ça a été téléchargé à des millions de reprises. Et des gens qui sont à l'aise avec la post-production et les logiciels utilisés en cinéma se sont amusés à faire des fausses bandes-annonces de films. Et là, c'était une bande-annonce de Star Wars, une bande-annonce de Terminator, une bande-annonce de Braveheart, d'accord, Matrix. Il y a quelque chose comme au-dessus d'une trentaine de fausses bandes-annonces qui ont été faites. Mais ce qui a accompagné ça, c'est des sites dans lesquels on riait de lui, des sites dans lesquels on le ridiculisait. C'était épouvantable. La conséquence pour ce jeune-là, ça a été obligé de quitter l'école, suivi psychologique, je pense qu'il a échoué son année. Ça a été terrible pour lui. Et quand je vous parle de poursuite au civil, les parents des 4 enfants ont été poursuivis pour la somme, c'est pas marqué là, si je me souviens bien, c'est 351 000 $. Il y a 3 des 4 parents au couple de parents qui ont fait une entente à l'amiable avec la famille. On ne sait pas comment ça leur a coûté, mais on se comprend qu'ils ont dû payer assez cher. Et je ne suis pas convaincu que l'assurance responsabilité, ça défraie ces coûts-là. Le 4e parent au couple de parents, ils ont décidé d'aller devant la cour civile et la veille du jugement, on fait une entente à l'amiable. J'étais pas là, mais à mon avis, ils ont senti la soupe chaude puis ils se sont dit « Ouf, ça y est, on va perdre. » Alors ça parle énormément. D'accord? Nous en sommes là. Non, je ne vous la montre pas. Pour les enseignants, j'ai modifié, oui, c'est ça, on fait le tour. Pour les enseignants, par contre, je la montre jamais pour les élèves. Le jeune s'en est bien sorti. Ils ont refait un article, ils travaillent aujourd'hui. Souriez votre futur boss. OK, je l'ai ici. D'accord? Bon, maintenant, comme gestionnaire, vous ne partez pas de rien. Mais pas du tout. Parce qu'il existe le guide des droits sur Internet. Le guide des droits sur Internet
Je vous encouragerai tout à l'heure à le parcourir. Et... Ah, ma flèche est là. J'espère qu'il n'est pas barré, lui. Il est vraiment intéressant parce que ça indique, et ça a été fait en collaboration avec des juristes pour le ministère de l'Éducation, c'est quoi les droits et responsabilités des écoles, des enseignants, des enfants, les jeunes, des internautes. Alors, c'est vraiment des pistes d'approche pour dire, moi, l'école numérique, l'école 2.0, dans mon école, je veux la gérer comment et c'est quoi mes droits, devoirs et responsabilités. On donne en même temps des conseils et précautions pour les blogs, les sites wiki, etc. D'accord? Moi, ce que je trouve intéressant, deux choses. Deux éléments. Tirés du Guide des droits sur Internet, l'école a l'obligation d'informer les élèves des risques et des caractéristiques d'Internet et prévoir à cette fin des précautions adaptées au niveau de maturité des élèves. Le programme Vous n'êtes pas seul dont je vous ai parlé, j'aime ça. L'aspect primaire, il y a des thèmes qu'on n'aborde pas, ou on ne l'aborde pas de la même façon. Pourquoi les jeunes sont curieux à cet âge-là? Tenter de les sensibiliser, c'est attiser leur curiosité. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée. D'accord? Mais c'est un peu la même chose dans les écoles. C'est certain que c'est peut-être pas une bonne idée de demander à des élèves de première année de faire des recherches Google. Parce que Google, ce n'est pas un annuaire, c'est un moteur de recherche, c'est automatisé. Les jeunes peuvent tomber sur n'importe quoi dans Google. Alors, c'est bien de commencer, par exemple, pour un enfant de première année, avec soit babygo.fr. Là, c'est un annuaire. Il y a un être humain qui a accepté que le lien vers le site soit ajouté. La Toile du Québec, c'est un annuaire. Hein? Si Babygo, les jeunes n'aiment pas le terme, baby, là, ils n'aiment pas même ça. Toile du Québec. Donc, c'est des décisions qu'on peut prendre. Faut l'adapter au niveau de maturité. Ça, je trouve ça bien. L'école a l'obligation d'informer et de superviser. D'accord? Moi, je donne toujours l'exemple. De quand j'étais jeune, puis on avait des cours de techno. Vous vous en souvenez? Troisième secondaire, technologie. Il y avait la scie circulaire, entre autres. Puis là, il fallait faire des projets. Bien, est-ce que l'enseignant, lorsqu'on commence un projet, et que c'est la première fois qu'on utilise la scie, on a un morceau de bois à couper, est-ce que l'enseignant nous aurait dit « Ah ouais, va le couper, là, prends la scie. » Est-ce qu'il nous aurait dit ça? Jamais. S'il y a un outil comme ça, on peut le voir comme un outil de divertissement, ou on peut le voir comme « Aïe, aïe, j'ai un iPad de moins à acheter dans mon école. » Hein? De plus en plus, nos enfants vont arriver, nos élèves vont arriver avec leur propre équipement. Pourquoi ne pas les sensibiliser en disant « Quand je parle, tu déposes ton appareil. » Et ça se dit, ça aussi, en passant. On peut enregistrer avec ça. Moi, je le disais à mes élèves, puis je les adorais, je les appelais mes schtroumpfs, entre autres en deuxième secondaire. S'ils me voient un jour, ils vont s'en souvenir. Mais je leur disais toujours une chose. Je vous adore, mais si quelqu'un d'entre vous a le goût de me filmer ou de m'enregistrer à mon insu, je vous garantis qu'il y a de très fortes chances que je poursuive au civil. Parce que je ne ris pas avec ça. Et ça se dit. Si vous enregistrez le son, la vidéo à mon insu, j'ai des recours. D'accord? Alors, puis c'est pas méchant, mais c'est dire, regardez, ceci étant dit, là, quand je parle, déposez votre appareil. Vous aurez l'occasion, avec des applications, de travailler, peu importe. D'accord? Bon, sinon, on est interdit dans l'école. Oui, ça peut se faire. Est-ce que c'est le bon moyen? Ils vont en avoir pour leur travail. Est-ce que c'est pas mieux de leur montrer à bien s'en servir? D'accord? Le deuxième point, rapidement, du Guide des droits sur Internet, et on tombe en mode solution. On vous parle d'une politique d'utilisation qui devrait être mise en place dans les écoles. Et c'est très bien, c'est l'équivalent du contrat avec les parents. Alors, l'école peut faire un contrat avec l'élève et doit faire un contrat aussi avec l'enseignant. Oh que oui! Parce que là, le problème s'en vient au niveau des enseignants. Là. Il y a des enseignants qui, pour des raisons éthiques, perdent leur travail présentement, pour des bévues qu'ils commettent, pour lesquels ils ne sont pas criminalisés. C'est justement une bévue. Regardez, avoir un compte Facebook là, et être ami avec des élèves en soi, ce n'est pas nécessairement mauvais. Si on l'utilise à des fins pédagogiques et qu'on n'expose pas notre vie. D'accord? Mais chatter sur Facebook avec un élève à 1h du matin, là, on a un problème éthique.
Normalement, on devrait s'entendre avec les enseignants à dire, écoutez, quand vous contactez un élève ou un parent d'élève, utilisez votre compte courriel de la commission scolaire, vous êtes protégé. Oui? Je n'ai pas de compte Facebook. Je devrais peut-être, là, parce que je suis pas au courant un peu. J'ai des enseignants qui ont un compte Facebook, qui appellent ça un compte professionnel, c'est-à-dire qui ont des amis élèves-amis, qui est bon pour les devoirs, c'est tout ça qui est bon. Et là, cet enseignant, et là, on a eu un cas où une enseignante a intercepté une conversation entre élèves sur Facebook qui parlait d'un prof. Puis là, je ne sais pas techniquement là, comment ça s'est fait, là, mais parce que ces élèves-là étaient admis, évidemment, sur son compte professionnel, elle, ça lui donnait l'opportunité d'aller voir son compte à lui ou à cet élève-là, et là, la conversation qu'il pouvait avoir avec un autre élève. Les élèves ne savaient pas, évidemment, que l'enseignante pouvait avoir accès à ça, et là, ils se sont mis à parler d'un prof, dénigrer un prof, est arrivé avec ça. J'ai dit, bon, OK. J'ai dit, comment tu as eu ça? Puis là, elle m'a expliqué un peu, j'ai dit, oui, mais j'ai dit, si ces élèves-là avaient parlé d'un prof, mais dans le corridor, puis tu n'avais jamais été là, c'est quoi? Tu as fait une recherche pour aller voir ces choses-là? Moi, c'est pas que les élèves aient parlé d'un prof en mal, ou en fait les dénigrer, ou en fait toutes sortes de choses, que la façon d'avoir été chercher cette information-là, qui me posait problème là-dedans. Je ne sais pas, je partage aussi en même temps là, cet aspect-là. Là, parce que c'est une espèce de chasse aux sorcières. Écoutez, elle passe ses soirées. Il y a certaines conséquences. Elle dit qu'il faut donner une conséquence. Regarde, ils ont dit, bon, OK, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe, mais en même temps, la manière d'avoir été chercher cette information-là est assez spéciale aussi. Les élèves ne savaient pas qu'il avait été intercepté par le prof. Là. Si vous permettez, moi, je reviens sur la jurisprudence. L'enseignante n'a pas commis de faute éthique, en ce sens où elle a un élève ami, j'aime pas le terme ami, là, elle a une connaissance Facebook qui est un élève. Elle a intercepté une communication qui est publique parce qu'elle était probablement sur le mur. Et à partir de ce moment-là, c'est public dans le même sens. Et c'est malheureux. Des fois, deux personnes peuvent se contacter justement parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec un enseignant, ça peut arriver. Mais ils doivent comprendre qu'ils peuvent fonctionner par message privé. À partir du moment où ils écrivent sur le mur, et c'est ce qui semble s'être produit, avec une réponse à un message sur le mur, là, c'est public. Alors, l'enseignante n'a pas commis de faute éthique et effectivement, elle est tombée sur une communication publique. C'est exactement le même principe que si elle avait été au milieu du groupe puis qu'il s'était mis à parler contre un enseignant devant elle. Donc, au niveau éthique, elle n'a pas commis de faute et je vous dirais que c'est difficile d'intervenir, mais ça vaut la peine de faire une intervention, je dirais, morale là-dessus. Il faut que l'élève comprenne que ce qu'il a fait, là, c'est dénigrer un enseignant sur une place publique. Et peut-être que l'élève prendra la décision d'expulser l'enseignante de son groupe d'amis. Et c'est correct. Est-ce que les élèves, est-ce que ça se peut que les élèves n'étaient pas conscients que l'enseignante pouvait aller voir ça? Absolument. Et voilà d'où l'importance de faire une sensibilisation approfondie. Et je vous dirais qu'une problématique actuellement que les gens qui rentrent sur le marché du travail, qui sont habiles avec les technologies vives, c'est que leur patron leur demande d'être ami Facebook. Difficile de dire non, absolument. Absolument. Il y a une cause de congédiement qui s'est fait d'ailleurs, c'est un exemple qui a été démontré, je ne l'ai pas sur ma présentation, mais c'est un cas vécu. Alors, c'est quelqu'un qui est rentré au travail, nouvel emploi, ça faisait peut-être quelques semaines, puis elle dit, en tout cas, elle écrit sur le mur, c'est vraiment plate, là, méchant job de fou, puis en tout cas, côté patron, on passera. Elle avait oublié qu'un de ses patrons était ami Facebook. Elle a perdu son emploi et son patron lui a répondu, c'est parce que tu avais peut-être oublié que j'étais un de tes amis et je t'attends au bureau pour ramasser tes affaires. On est encore au début de Facebook. On va, avec la sensibilisation, on va arriver à comprendre l'éthique et les problématiques. Parce que le monde virtuel, on fait attention à notre identité réelle, mais il faut apprendre à faire attention au nouveau concept qui est l'identité numérique. On fait attention à notre réputation dans la vraie vie. Il faut faire la même chose. D'accord? Et c'est par la sensibilisation, je crois que ça va passer. Maintenant, dans le concret. État de la situation. J'ignore ce qu'il y en est pour la police de Gatineau, mais il y a des programmes existants et énormément de sites web. Je vais vous présenter le site que j'avais initié à ma dernière année au Récit. J'espère qu'il va être repris en main, donc, dans le cadre d'un projet régional. C'est un site de dépôt de ressources et de site web. D'accord? Prudence en ligne. Il y a des programmes existants, cependant, si on fait une recherche sécurité sur Internet, il y a des choses extraordinaires qui existent. En anglais, par exemple,
je pense que je l'ai mis dans Prudence en ligne. En Australie puis au Royaume-Uni, il y a eu une offensive, justement, de plusieurs corps policiers pour créer des capsules vidéo. Ben, moi, je me suis dit, même si c'est en anglais, on peut l'utiliser dans un cours d'anglais. C'est incroyable, d'accord? Il faut être imaginatif. Mais si on réussit à sortir l'identité numérique et la sécurité du net du carcan d'une présentation spécifique d'1 heure ou 2 heures dans l'année, puis qu'on l'intègre au travers de situations d'apprentissage, là, ça devient comme normal d'en parler. Vous me suivez? Prudence en ligne. Alors, écoutez, prudence en ligne, cette vision-là, je l'ai développée suite aux différentes communications dont je vous ai parlé avec les corps policiers. Je me suis dit, bon, il y a des ressources qui sont en renouvellement. Pourquoi ne pas créer nos propres ressources dans le monde scolaire et les placer sous licence Creative Commons? Donc, permettre une utilisation globale. Et là, écoutez, ça a été merveilleux comme projet. Je vous parle de la base et ça peut faire partie de vos solutions. Je crois que ça devrait faire partie des solutions. La base, je me suis associé avec 2 enseignantes en français au Centre d'éducation des adultes de Shawinigan et une enseignante en informatique. Ça a été un projet fait sur une base volontaire où on proposait aux élèves de faire leur cahier, j'aime pas beaucoup cette expression-là, mais bon, faire une partie de leur programme de français ou d'informatique selon le cas, dans le cadre d'un projet où ils allaient créer des ressources sur l'utilisation responsable des technologies. On a fait une présentation avec donc ces élèves-là, une présentation courte de 30 minutes pour voici les problématiques qu'il peut y avoir. C'est comme une version abrégée de la formation que je donnais aux élèves. Je ne voulais pas vendre tous les punchs, je voulais les faire travailler. Et là, ils avaient le choix de se placer en équipe et de trouver un thème qui les intéressait, que ce soit le leur sur Internet, l'identité numérique, le vol d'identité, la fraude, etc. Ils prenaient un thème et là, ils devaient créer ce qu'on pourrait appeler un ours, c'est-à-dire un synopsis de base, là, vraiment, c'est quoi que tu voudrais travailler comme thème. Et ensuite, moi, je leur apprenais à monter un scénario en production vidéo. Et donc, ça faisait partie du travail. Intégration d'éthique, on a monté une plateforme de formation en ligne, qui, en fait, elle existait déjà. J'ai créé un cours qui était le projet, et la communication se faisait au travers de ça. Parce que moi, j'étais en Mauricie, Trois-Rivières, Shawinigan, mais en tout temps, ils pouvaient me joindre. Alors, ça a été extraordinaire. Lorsque les scénarios étaient conçus, le policier communautaire est venu passer une période en classe pour valider tout ça. Est-ce que c'est concret? Ils ont adoré ça. Et ensuite, bien là, on était en mode production. Je leur montrais à se servir d'une caméra. On a parlé du droit à l'image. Les enseignantes en français faisaient l'évaluation en cours de projet. Donc, ça a été très vivable. Et elles me l'ont dit après. Hein, c'est vraiment le fun, ça se fait. Parce qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas que l'enseignant ait l'impression que son travail augmente de 200 %. Là. D'accord? Alors, on a trouvé des stratégies pour que l'évaluation soit faite en continu. Et donc, écoutez, la production, ça a été incroyable. D'abord, il y a des jeunes parce que c'était beaucoup des jeunes, il y en avait des moins jeunes, là, mais c'était beaucoup des jeunes, il y en a qui ne voulaient pas être filmés. Moi, je leur disais, pas de problème, vous devez vous trouver des acteurs. Et là, finalement, c'est comme toute l'école qui a été mobilisée par ce projet-là, parce qu'ils devaient trouver des acteurs. Et le Centre d'éducation des adultes, bien sûr, permettait des absences pour ces acteurs-là, il fallait planifier les tournages, c'était fascinant. Un exemple. C'est le leur sur Internet. Ces capsules-là sont disponibles. Si vous tapez « Prudence en ligne » sur Google, vous allez voir le site qui est présentement hébergé à la commission scolaire du Chemin du Roi. Je vous le montrerai pas au complet, là, mais c'est pour que vous voyez ce que ça a donné. En informatique, c'était donc la création du site. Le Joomla, c'est un élève qui a été évalué là-dessus. Il y a un élève, vous allez voir, un art commercial qui tourne en 3D. C'est un projet d'un autre élève, qui vient d'ailleurs d'être admis en 3D à Matane. Il était autodidacte, hein? On lui a transmis de la documentation, on l'a évalué dans l'action, vraiment bien. Oui, c'est ça, les jeunes m'en ont appris, hein? ASV, âge, sexe, ville. Et je peux vous dire qu'on a eu un plaisir fou dans le tournage. Le type, là, le gars Tommy, qui a fait le méchant, hyper sympathique. J'ai dit en riant, j'ai dit, ça va être comme tu vas être comme la marâtre dans Aurore. Les gens vont te voir sur la rue et ils vont être fâchés contre toi.
pas qu'il est dans le vieux, par exemple? Ben non, il a à peu près mon âge. Je leur ai demandé de trouver des statistiques, des informations. Il aimerait ça qu'on fasse de quoi bientôt. J'aurais quasiment envie. Ça te fait ton père un peu, ça. Ben non. Il n'y a pas de danger sur Internet. Il n'y a pas de danger sur Internet. Hey, salut! Salut! Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de texter Mathieu. Finalement, j'ai décidé d'y aller. Tu veux venir avec moi? Bof, je vais y penser. OK. Bon, ben, tu m'en donneras tes nouvelles. Bon. C'est bon. Alors, écoutez, la suite, c'est vraiment bon. Ils se rencontrent, puis là, c'est vraiment le leurre sur Internet. Et on parle de statistiques sur le leurre sur Internet qu'ils ont trouvé sur le site de la GRC. Je les ai pistés un peu. Je voulais que les premières vidéos soient vraiment un exemple. Donc, j'ai amélioré le montage à la fin, mais ça se fait très bien là, par des élèves de A à Z. Et ils avaient trouvé des exemples. Les statistiques ont dit que 7 adolescentes sur 10 ont été sollicitées aux États-Unis à des fins sexuelles par Internet. La peine de prison pour le leurre, c'est un an minimum. En fait, il n'y a pas personne qui a été condamné qui a eu moins d'un an de prison. Alors, c'est intéressant de voir que, oups, ça crée une ressource. Là où j'en étais rendu personnellement, c'était de documenter les pistes d'utilisation en classe. Hein, c'est la suite du projet. Placer des situations d'apprentissage, pourquoi pas. Et donc, de placer de nouvelles ressources au fur et à mesure. Prudence en ligne, il y a énormément de sites web référencés qui sont des ressources importantes. Et moi, j'espère que le récit, je crois que oui, va pouvoir poursuivre le développement de ce projet-là, qui nous crée une ressource majeure dans le monde de l'éducation, où les enseignants peuvent aller chercher de l'information centralisée. Je m'appelle Michael, j'ai 16 ans et je rêve de devenir policier. Je suis étudiant à la polyvalente de mon quartier. Je réussis très bien à l'école et je suis pas mal populaire auprès de tout le monde. Je fais partie d'une équipe de hockey et je suis leur meilleur marqueur. Il y a environ 8 mois, j'ai fait quelque chose qui changera ma vie à jamais. Je chatte sur Internet depuis quelques années. J'aimais beaucoup chatter avec Stéphanie. Stéphanie, c'est une fille de 16 ans qui demeure dans une autre ville. On avait une relation bien spéciale. Parce qu'on se faisait confiance, de temps en temps, on se faisait des petits spectacles intimes sur nos webcams. Stéphanie m'avait même donné la permission d'enregistrer ces spectacles, à condition que je les montre à personne. C'était très excitant. Un jour, j'ai parlé de ce que je faisais avec Stéphanie, mon meilleur ami David. Il a insisté pour voir mes enregistrements. Vu que c'était mon meilleur ami, je lui en ai envoyé quelques-uns. Il y a environ 2 mois, le soir, j'étais à la maison et un policier est venu frapper à la porte. Il était venu me servir une sommation pour comparaître à la cour. Mes parents étaient là et ne comprenaient pas ce qui se passait. J'étais accusé d'avoir fabriqué du matériel pornographique juvénile et d'en avoir fait la distribution. Moi non plus, je ne comprenais plus rien. Le lendemain à l'école, David m'a appris que lui aussi avait été accusé d'avoir distribué du matériel pornographique juvénile. David a avoué qu'après avoir reçu les images, il les avait envoyées à d'autres amis. L'avocat que mes parents ont dû payer pour me représenter a fait comprendre ce qui se passait. Il m'a expliqué que je n'avais pas le droit de montrer les images à qui que ce soit. Alors, le jeune de 16 ans, ce que j'aime de cette vidéo-là, c'est l'erreur qu'il fait. C'est-à-dire que, présentement, là, il y a une explosion au niveau du crime de production, possession et distribution de pornographie juvénile. Et quelle est la tranche d'âge dans laquelle ça se produit le plus présentement? Les adolescents. Ce sont de parfaits petits appareils, mais là, on va dire la vérité, c'est souvent les jeunes filles qui en sont victimes. 12 ans, 13 ans, l'amour de ma vie. Hein?
Et bon, ben écoute, je m'en vais 3 semaines, tu peux-tu me faire des petites photos, le fun? Ça, c'est toléré. Je parlais des policiers. Il y a une tolérance, attention, s'il n'y a pas une trop grande différence d'âge, d'une part, et si ce n'est pas distribué. Mais à la limite, ça peut être production de pornographie juvénile. Tout dépendant des images, il faut que ça ait une connotation sexuelle. Il y a une explosion de la criminalisation de nos jeunes pour ça. Il faut les sensibiliser. Alors, ce n'est pas juste des méchants prédateurs en arrière. Des fois, c'est des bourdes, des erreurs qui coûtent cher. Ce jeune-là, à 16 ans, s'il est accusé, et il va l'être, hein, parce qu'il a eu la mauvaise idée de le donner à un ami, immédiatement, là, ça, c'est plus toléré, c'est possession et production. Production, possession et distribution de pornographie juvénile. Et la policière ou le policier qui est avec moi souvent explique les conséquences. À 16 ans, ça peut prendre 1 an et demi avant de passer en cours. Si tu es reconnu coupable, la norme, ça serait à peu près 3 mois de probation, d'accord? 3 ans, pardon, de probation. Au travers de ces 3 années-là, le dossier est ouvert. Tu vas avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans, le dossier, il ne s'efface pas, il est ouvert. Et les conséquences durent toute la vie, en ce sens où même à la fin de la probation, là, le dossier, il n'est pas fermé, il n'est pas effacé, il est juste caché à d'éventuels employeurs, pas tous les employeurs. Vous voulez être agent de la paix, c'est fini, vous avez eu un dossier criminel. Vous voulez devenir coach au soccer, bien, et tout ce que vous avez fait, et pas seulement ce pourquoi vous êtes condamné, mais ce pourquoi vous êtes accusé ou enquêté, ils ont accès à ça. Et donc, ça peut nuire à un certificat de bonne conduite, en enseignement ou ailleurs. Il faut que les jeunes le sachent. D'accord? Alors, ça, c'est un exemple de vidéo. Un autre exemple de vidéo qui peut être présenté, cette fois-ci, et celle-là, là, elle est hyper importante. Hyper importante. Encore là, on ne la verra pas au complet, je vais la résumer. L'histoire de Jesse. Cette année, j'ai eu la plus belle fête de ma vie. Tous mes meilleurs amis étaient là, même David. En plus, j'ai des super beaux cadeaux. J'ai les 2 choses que je voulais le plus, mais que mes parents ne voulaient pas que j'aie avant mes 14 ans. Je n'aurais jamais cru qu'un cadeau que je rêvais tant d'avoir et que j'ai entendu si longtemps causerait l'histoire que je suis en train de vous raconter ici, aujourd'hui. Après ma fête, quand mes amis sont partis, j'ai eu la permission de veiller. Je suis donc allée chatter en écoutant de la musique avec ma nouvelle mini-chaîne. Enfin, j'allais essayer de parler avec DJ. Mon ami me parlait toujours de lui, disant qu'il était cool et que je devrais lui parler aussi. Mais il ne voulait jamais me parler parce que je n'avais pas de webcam. Je lui ai envoyé la demande de voir ma webcam. Il a accepté. C'est vrai qu'il est cool. Ça me faisait spécial de savoir que l'autre me regarde quand je chatte. Il m'a même dit qu'il me trouvait belle. Pas mal belle. À tous les jours, j'avais hâte de revenir de l'école pour chatter avec lui. Je me suis mise à passer de plus en plus de temps dans ma chambre. Un jour, DJ ne voulait plus me parler. Je me demandais pourquoi. Il m'a dit que ma webcam ne fonctionnait plus. Mais il m'a dit qu'il pourrait le réparer. Il m'a envoyé un logiciel qui répare les problèmes de webcam. Il m'a dit quoi? Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? C'est facile de refuser à ce moment-là, d'accord? C'est beaucoup plus subtil, mais des fois, dans le contexte, effectivement, ce serait un danger. D'ailleurs, en passant sur le site de la GRC, on le voit, là, le leurre sur Internet, là, la très grande majorité des jeunes filles qui sont victimes de leurre sur Internet, et le leurre, on parle d'un adulte qui communique par le biais d'outils électroniques pour solliciter de façon sexuelle des mineurs, la plupart des jeunes filles connaissent l'âge réel de la personne qui communique avec elle. D'accord? Mais dans le contexte de l'adolescence, de conflits personnels, du sentiment « Wow, il y a un grand qui s'intéresse à moi. » OK? Le sentiment de valorisation, elles acceptent quand même. D'où l'importance que les parents s'en mêlent. Dans ce cas-ci, que l'ensemble de la population le sache. Il existe des logiciels espions qui permettent d'activer à distance une webcam. Donc, la jeune demoiselle, bien, la personne qui lui a été référée, puis elle est super cool, OK? Elle veut rentrer en contact avec
il répond même pas si elle n'a pas de webcam. Finalement, elle ouvre sa webcam. Wow! Bon là, lui, est-ce qu'il y a une webcam? Je ne suis pas convaincu, on n'en parle pas dans l'histoire. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, elle tente de communiquer avec encore, puis il répond pas. Ben pourquoi tu ne me parles plus? C'est parce que je ne vois pas ton image. Ben pourtant, ma webcam est ouverte. Ah! Quel type de webcam as-tu? Ah, c'est une HP tel modèle. Ah, OK, c'est parce qu'il y a un problème avec le pilote. Installe le petit logiciel correctif que je t'envoie. Et la première fois que j'ai donné l'atelier à la TSUC, le sergent Riendeau a été plus loin. Il dit en passant, il dit Éric, je t'interromps. Il dit en passant, présentement, il y a un logiciel qui circule qui permet non seulement de prendre le contrôle à distance, mais qui éteint la petite lumière de la caméra, donc on ne se rend pas compte qu'elle est en fonction, et qui simule la fermeture de l'ordinateur. Alors, essayez d'imaginer maintenant l'ordinateur avec la webcam dans une chambre d'adolescente, l'adolescente ou l'adolescent ferme son ordinateur, et là, bien, la caméra est en fonction. Alors, c'est une technique de chantage, et ça, c'est courant. D'accord? Je l'ai donné à Shawinigan. Denis Duchesneau, qui était policier communautaire, expliquait aux élèves que oui, il y avait eu des cas comme ça dans la région. À partir de ce moment-là, il y a des photos qui sont prises, photos assez compromettantes, et la personne les contacte en disant « Regarde les belles photos que j'ai prises de toi. Si tu ne fais pas tout ce que je veux, je les publie puis je les envoie à tes parents. » Et là, on rentre dans la politique de chantage. D'accord? C'est malheureux, là, mais présentement, c'est ça. La webcam peut être un bon outil, mais il faut faire attention puis il faut que nos enfants le sachent. Là, vous allez me dire « Ouais, mais l'iPhone, il y a une caméra, les appareils intelligents, on fait quoi? » Moi, je me suis informé à un programme qui se donne informatique particulier avec un ordinateur portable en classe puis une webcam. L'enseignante expliquait qu'il fallait mettre un ruban électrique, un ruban noir sur la webcam et quand on a besoin d'utiliser, on le retire tout simplement. Je trouvais ça génial. Mais il faut informer et elle informait toujours les élèves des dangers reliés à la webcam. C'est pas alarmiste de le faire, c'est un outil. Apprenons à nous en servir comme une scie. Alors, les élèves, les enseignants, les parents, comment les sensibiliser, pistes de solutions, et ensuite, on passe à notre discussion en équipe de 4. Vous, là, est-ce qu'il y a des choses qui se font dans vos écoles, présentement? Présentement, c'est des choses qui se font sur l'identité numérique, la sécurité sur le net? Oui? Est-ce que je peux avoir un exemple? Oui? Nous, on a 2 classes parce que tous les élèves ont des contrats. Classe PC, classe Mac. Les enseignants, tout le début d'année et tout le long de l'année, ça font l'éducation sur l'utilisation éclairée. Puis sans être alarmiste, hein? Dans l'action? Oui, dans l'action, mais Parfait. aussi des bonnes mises en garde. C'est correct. C'est correct, hein? Puis ça devient naturel de le faire. Absolument. Moi, j'ai été surpris dans le projet Prudence en ligne, là, juste pour vous dire à quel point c'était les élèves qui étaient rendus plus critiques que moi. Parce que là, l'objectif, on l'a atteint, c'est de créer des agents multiplicateurs. Il y a des gens qui venaient me voir, des élèves que je ne connaissais pas. « Hey, c'est toi qui t'occupes du projet. Ça va-tu avoir lieu l'an prochain? » Puis là, ben, ça formait des agents multiplicateurs qui pouvaient aviser les autres. « Hey, fais attention, là, tu reçois un courriel, toi, là, de Desjardins qui te demande « Oh, fais attention, les cas de fraude. » C'était ça le but. Mais je trouve ça merveilleux, ça commence par là. D'autres choses qui se font? Peut-être dans les écoles primaires? On a le policier éducateur qui vient faire de la sensibilisation de la cyberintimidation. Parfait. Ah, parce qu'on en parle, hein? Oui. Cyberintimidation, c'est un bon départ. Il n'y a rien qui empêche un policier de venir pour l'atelier d'1 heure. Mais moi, je pense qu'il faut que ça aille au-delà de ça. On avait invité des parents à une soirée d'information. Je dirais une trentaine. Sur 60. C'est quand même la moitié. D'accord. D'autres choses? On a fait tout nous aussi avec le cachetier, mais on a fait 15 parents pour Combien ça? 20 Il y a une piste de solution que j'amène au niveau 0417. Ce qu'on pensait dans le cadre du projet régional, c'est de proposer à Transcontinental, qui gérait les journaux locaux. En passant, il y a un bon taux de lecture des journaux locaux, là. Mais on s'était dit, on va proposer à Transcontinental une série d'articles thématiques sur l'utilisation responsable des technologies pour aller rejoindre les parents. Donc, puis les invités à la toute fin, bien, écoutez, vous voulez en parler, on se fait un souper rencontre, voilà, à tel endroit, puis un policier, un pédagogue présent. Ou encore, on invite des élèves, venez voir ce qu'ils font avec les ordinateurs. Il faut trouver des stratégies. Les enseignants. À mon avis, on doit viser 3 axes pour la formation des enseignants.
Le premier axe, c'est l'éthique. Avoir une politique sur l'éthique et aviser les enseignants. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que cette formation-là devrait être donnée systématiquement à tous les enseignants du Québec? Je suis rendu là dans ma réflexion. Il y a des enseignants qui commettent des bévues de bonne foi, mais qui se mettent les pieds dans les plats. Et donc, exemple, avoir des élèves amis sur Facebook. Moi, personnellement, je ne me serais pas senti à l'aise d'avoir des élèves à qui j'enseigne dans l'école actuellement comme amis Facebook. D'accord? Je ne me serais pas senti à l'aise. Il y en a qui le font. On peut créer des sous-groupes dans Facebook, mais ça dépend ce qu'on fait. D'accord? Si j'avais voulu personnellement avoir des amis Facebook, j'aurais eu un Facebook juste pour mes élèves. Mais selon les conditions d'utilisation Facebook, on ne peut avoir qu'un seul compte à notre nom. Donc, on ne peut pas se créer un compte Éric Caron, enseignant. D'accord? Bon. Mais c'est important de parler d'éthique. Contacter, dire aux enseignants de toujours contacter l'élève par le biais du courriel qui nous est octroyé par la commission scolaire. Ça, c'est important, ça nous protège. D'accord? Il faut en parler. Redéfinir, parce que je lisais les politiques d'utilisation de l'informatique que j'avais demandées, s'assurer que ce soit bien inscrit. Pour la plupart, le Web 2.0 est bien amorcé dans les politiques d'utilisation de l'informatique. Par contre, avoir un document et le remettre à l'enseignant, je ne suis pas nécessairement convaincu. Ça nous libère de notre responsabilité comme gestionnaire. Mais cependant, est-ce qu'une visioconférence de formation pour les nouveaux profs de 30 minutes ou une formation en présence serait adaptée? Personnellement, je pense que oui. Il faudra peut-être le développer. Peut-être par le récit. Oui? C'est correct. Ça vaut bien, là. Oui, non, légalement, est-ce qu'on peut imposer ça à notre personnel? Parce que là, nous, on a réécrit notre code d'éthique, on a inclus les réseaux sociaux. Puis, je sais qu'on a écrit qu'il est préférable que. Est-ce que je peux imposer? Très difficile. Très, très, très difficile. Non, parce qu'il y a l'aspect vie privée de l'enseignant ou de l'enseignante. Il y a le fameux élastique entre la vie privée puis la responsabilité de l'éthique professionnelle en dehors de son travail. Je vous donne un exemple concret. Puis il y a du travail qui s'est fait là-dessus. Sébastien Hamel, commission scolaire des Bois-Francs, pardon. Lui, il propose aux enseignants de formation sur Facebook, quoi faire, quoi ne pas faire. Puis il a créé des fausses photos Facebook à ne pas faire. L'enseignant s'en va dans un bar. Il enseigne en secondaire 5. Il voit 3-4 de ses élèves qui sont dans le bar. Puis là, hey, c'est le fun, t'es cool. Puis pouf, une petite photo avec un petit bec, là, c'est inapproprié. D'accord? Alors, c'est de le dire. Si tu sors dans un bar, moi, personnellement, si je sortais dans un bar, c'est déjà arrivé, là, je sortais avec ma conjointe, il y avait des élèves, je sais qu'ils n'ont pas l'âge d'être là. Je m'excuse, personnellement, je me retire. Il y a l'aspect du lien de confiance, je pense qu'on peut dire, le lien de confiance peut être brisé entre l'employeur et l'employé à ce moment-là. Voilà. Si, évidemment, il y a une transgression éthique sur quelque chose, l'aspect légal peut atterrir sur le lien de confiance. Voilà. Alors, il faut les sensibiliser, mais à partir du moment où on les a sensibilisés, ils ont une imputabilité. Et ça, c'est important. Est-ce que la direction a fait preuve de diligence raisonnable? Oui. Est-ce que l'enseignant a fait preuve de diligence raisonnable? Je ne suis pas convaincu s'il a accepté les petits becs qui se retrouvent sur Facebook. D'accord? C'est des très bonnes questions qui se posent ici. Jurisprudence, je peux vous le dire, il y a des enseignants qui ont perdu leur travail pour des raisons éthiques. D'accord? La pratique maintenant. Le premier axe, un nouvel enseignant qui arrive, on lui donne une formation. Écoute, voici. Puis c'est pas une formation, blablabla, puis c'est pas la remise d'un document, c'est, écoute, voici comment ça se passe ici. Dans certaines commissions scolaires, les nouveaux enseignants ont une formation donnée par un avocat. D'accord? C'est correct. C'est de voir comment faire le mieux dans notre milieu. La pratique, c'est que nos enseignants acceptent de prendre en main le fait que je crée un blog avec mes élèves, on va parler des informations qu'on peut mettre en ligne et à ne pas mettre. C'est l'outil, là. Hein? C'est la scie circulaire. Bien, tu l'utilises, je vais te montrer comment l'utiliser. Alors, il faut que les enseignants qui utilisent l'éthique, qui intègrent l'éthique, acceptent de prendre une partie de la sensibilisation dans l'action. Et ça, je m'excuse, là, il y a une imputabilité. D'accord? Si on regarde le guide des droits sur Internet, je vous encourage à le parcourir à temps perdu. L'enseignant qui est dans une salle d'informatique, assis avec son journal ouvert, pendant que ses élèves sont sur Internet, il est imputable. D'accord? C'est le même principe, et gardez ça en mémoire, que si l'enseignant de techno, les élèves assis avec la scie circulaire, il est assis dans son bureau, le journal ouvert. On dirait que ça n'a pas d'allure.
C'est la même chose. Et ça, je pense que c'est un exemple qu'on peut donner aux profs. Et enfin, la sensibilisation. Donc, pourquoi ne pas viser en anglais? En français, je vous ai parlé d'un sondage en mathématiques. On était rendu là, aux adultes. On pensait en mathématiques faire un sondage dans une école secondaire, quelles étaient les personnes qui avaient été victimes de sollicitations non désirées sur Internet. D'accord? Puis là, utiliser les statistiques, faire de la compilation, tout le kit, en mathématiques. On ne fait pas en double, là. Là, ça ne devient pas un projet. Aujourd'hui, il y a un policier qui vient vous parler 2 heures. C'est intégré. En anglais, en français, en éthique. Mais attention, là, on a tendance à, dans certaines commissions scolaires, à placer beaucoup de fardeau sur les épaules des gens en éthique et culture religieuse. Mais il y a une partie qui peut leur en incomber. Il y a le récit du développement de la personne, d'ailleurs, qui travaille pas mal sur ces thèmes-là. Alors, quelle collaboration de nos policiers communautaires? Je pense que c'est à redéfinir. La présence 1 heure, ça peut être très bien, surtout si le policier communautaire a une fibre pédagogique. Mais il faut la redéfinir. Pourquoi ne pas s'unir, pédagogues et policiers? Et les parents. On a eu une piste de solution pour les parents. Il faut absolument qu'on réussisse à toucher les parents. L'idée du journal, l'idée de leur donner des clips infos. Écoutez, nous, là, cette année, là, on met l'accent sur la sécurité sur Internet. On s'inquiète de la sécurité de nos enfants. Voici comment on l'aborde avec vos enfants de façon constructive. Maintenant, on demande votre collaboration et on vous propose à chaque mois un petit feuillet d'information. D'accord? Puis pourquoi, pour les élèves du secondaire, ne pas amener les élèves à former leurs parents? Tout est possible. Amener les élèves à en parler. La plupart des parents à qui j'ai parlé, je ne peux pas en parler, je me sens pas outillé. C'est correct. Pourquoi ne pas amener les élèves à former leurs parents? Ça pourrait être extraordinaire. Mais quand on rencontre les parents sur l'éthique, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des élèves. D'accord? Et on est rendu maintenant à la fameuse rencontre. Si j'étais directeur, et la plupart de vous l'êtes, qu'est-ce que vous faites ou vous feriez dans votre école suite à la présentation d'aujourd'hui? Quelles sont les idées qui germent?